Record. Recording in progress, j'ai compris. Voilà. Fait que bonjour tout le monde, ceux qui ont pu assister à notre petite discussion avant même qu'on lance, tant mieux. Sinon, je me présente, c'est Michael, je suis le coordo du projet Rebâtir pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. Puis Rebâtir, dans le fond, ça s'adresse à des décrocheurs de 16-35 ans qui pensent retourner aux études puis qui aimeraient améliorer leurs compétences en communication orale, communication écrite, avec des ateliers de slam, des sorties, des projets personnels où on peut vous aider et des conférences. Puis là, c'est le tout premier, en fait, c'est la toute première activité du projet Rebâtir et on se disait qu'il fallait qu'on brise la glace, sans faire de jeu de mots avec la température qui fait dehors, avec un artiste assez connu, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'a pas peur des tabous. Fait que je vous présente mon oncle Serge. Bonjour, mon oncle. Bonjour. Fait que, en fait, pour décoller la patente, je vais te faire connaître un peu plus, mais par tes propres mots. Tu dis que ça fait longtemps que tu as écrit ça, mais je trouvais ça vraiment le fun et intéressant, ta propre présentation sur ton site web, qui se lit comme suit. Certains le disent injurieux et vulgaire, mais n'ont-ils pas raison? Quoi qu'il en soit, mon oncle Serge, c'est 14 albums, il y en a plus maintenant, de musique barbare et de rimes joalisantes. C'est du métal, de la musique acoustique et à peu près n'importe quoi entre les deux. Je cherche encore ta tonne country, je ne l'ai pas trouvé. C'est une parlure vigoureuse au service du mal. On peut résumer les choses ainsi. Mon oncle Serge, il est ça à coche. Et quand j'ai lu ça, j'ai souri parce qu'une parlure vigoureuse au service du mal, pourquoi tu es passé par là pour te présenter? Tout simplement parce que j'ai vraiment pas la prétention d'être vertueux ou d'être un modèle pour la jeunesse. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai un peu hésité à accepter cette invitation-là. Ça me met un peu mal à l'aise d'être présenté comme une espèce de modèle. Tu sais, moi, quand j'écris des chansons, c'est une espèce de... Tu sais, je m'amuse, je me défoule. Je ne suis pas en train d'essayer de travailler... à améliorer la société et puis à promouvoir le bien, puis tout ça. Puis à la rigueur, j'aime bien les trucs qui sont un peu scabreux, un peu scandaleux. Tu sais, je parlais je parlais de mes chansons qui sont injurieuses dans les... J'en fais plus tellement maintenant, mais au début des années, fin 90, début 2000, je faisais des chansons sur des thèmes d'actualité et souvent, je visais des personnalités publiques, mais sur un ton extrêmement corrosif. Et puis, je mêlais ça avec la vulgarité. Tout ça, c'était vraiment... quelque chose de très, très transgressif, je dirais. Là. Et puis voilà, donc, tu sais, je sais pertinemment en faisant ça que je ne vais pas, je vais pas être en liste là, pour, pour devenir compagnon de l'Ordre du Canada ou des choses comme ça. Là, chevalier, à Londres, sacré chevalier de Sa Majesté, quelque chose comme ça. C'est ça. Ou en fait, tu sais, je pense pas que je vais avoir les honneurs du Parlement, bien qu'un député du Bloc mais cité. Mais en fait, c'est quand même le Bloc québécois. Là, c'est un peu comme une espèce de tumeur dans le Parlement. Tu sais, il représente un mouvement indépendantiste. Là, alors, c'est pas bon. Alors voilà. Bref, tu sais, c'est pour ça que je dis au service du mal. C'est parce que tu sais, j'aime bien tu sais, que mes chansons soient grinçantes, puis souvent, des fois, je fais des trucs carrément immoraux dans mes chansons. Tu sais, j'ai une chanson comme Le Rejet, là, qui est une espèce c'est une chanson sur l'intimidation, mais où vraiment je campe l'intimidateur, puis il est super méchant, puis j'aime ça faire des choses comme ça. J'aime ça jouer... tenir le rôle du méchant dans une chanson. Je trouve ça plus le fun que faire la morale aux gens, puis dire ce qui est bien, puis dire qu'il faudrait donc être tous des humains ensemble, puis se tenir la main, puis tout ça. Tu sais, il y a des gens qui le font, puis qui le font bien, ça. Mais moi, j'aime pas ça. Tu sais, moi, j'aime ça, arriver et faire des trucs, un peu comme faire des mauvais coups, si on veut. Tu sais. Alors, c'est pour ça que je dis que je sais pas comment j'ai formulé ça, mais je dis que j'avais une écriture au service du mal, quelque chose comme ça. Là. Voilà. C'est ça, même si tu ne veux pas te poser en exemple de vertu, si tu considères que l'authenticité est une vertu, ben c'est là où ce que tu peux. Mais en même temps, l'authenticité t'empêche de prêcher. Fait que, c'est là où tu ne veux pas t'enfermer dans l'espèce de contradiction. Ouais. J'ai pas la prétention d'être authentique, ou je suis authentique.
Ben, je suis authentique dans la mesure où je fais grosso modo ce que j'ai envie de faire, tu sais, mais je suis pas. Tu sais, il y a des chanteurs que j'en connais aussi, tu sais, qui, quand ils écrivent une chanson, tu sais, ils sont pareils dans leur chanson que dans la vraie vie, ou en tout cas, ils veulent propager l'image, comment dire, l'image d'eux-mêmes qui projettent dans leurs chansons, c'est l'image d'eux-mêmes qu'ils projettent dans la vraie vie. Moi, il y a un gros contraste entre ce que je projette dans mes chansons puis comment je suis dans la vraie vie. Les gens qui me connaissent, ils vont tous probablement te confirmer ça. Tu sais. Moi, dans mes chansons, tu sais, je suis tombé récemment sur des clips que j'ai faits là, avec le groupe Metal Anonymous à la fin des années 2000, au tournant 2000-2010. Puis je me disais Woodstock en Beauce, par exemple, tu sais, où moi et les quatre autres, on campe des espèces de freaks, de colons qui vont à Woodstock en Beauce, qui boivent de la bière, qui fument des battes, puis tout ça. Puis, je me dis, quelqu'un qui ne me connaît pas, puis qui voit ça, il peut très bien s'imaginer que moi, je suis le même dans la vraie vie. Tu sais. Mais moi, je m'amuse à faire ça. Tu sais, puis, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez straight, finalement, d'assez banal, d'assez. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un d'excentrique, je suis quelqu'un d'assez discret, même dans la vraie vie. Mais quand vient le temps de faire des spectacles, d'écrire des chansons, tout ça, tu sais, je vais dans des endroits où je ne vais pas dans ma vie courante. Tu sais, j'ai envie comment dire, de faire des choses que je ne me permets pas de faire puis que je ne me permettrais pas de faire parce que je trouve ça pas correct, là, quelque part, dans la vraie vie, mais je le fais. Ça me permet, la chanson me permet de faire ce genre de choses-là. C'est que mon oncle Serge est le personnage, puis Serge Robert, c'est la personne. Puis tu veux pas. La ligne entre les deux est claire, tracée, nette, frais sec. Là. La ligne est floue des fois. Parce que des fois, dans mes. Tu sais, j'ai toujours des réticences à dire que mon oncle Serge, c'est un personnage parce que, tu sais, un personnage, pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, mon oncle Georges par rapport à Daniel Lemire ou I.A. Tremblay ou, tu sais, je sais pas quel. Sol pour Marc Favreau. Hein. Oui, voilà, c'est ça, des choses comme ça, tu sais. Donc, c'est pas. Comment dire, ça c'est vraiment des personnages qui sont définis, etc. Pour moi, mon oncle Serge, c'est plus un paravent que je mets devant ma personne quand je chante, puis qui me permet d'être des fois complètement à côté de ce que je pense, ou dans l'ironie, ou dans le bon, etc. Puis des fois, je suis quand même un petit peu plus proche de ce que je pense. Tu sais. Puis j'ose croire qu'à travers tout ce que je chante, les gens peuvent finir un peu par sentir où sont mes sympathies, où sont mes antipathies, mais la ligne n'est pas. C'est plus un dégradé, je dirais, entre ce que, comment dire, entre mon oncle Serge et moi-même, la ligne n'est pas claire. Il y a une espèce de dégradé. Puis des fois, je suis assez proche. Des fois, ce que je chante peut être assez proche de ce que je suis, puis des fois, ça peut être assez loin. Puis je me permets de jouer dans tout ça. Puis ça ne me dérange pas qu'il y ait cette espèce de flou entre les deux. Parce que pour moi, la chanson, la musique, c'est un terrain de jeu où je peux faire n'importe quoi. Donc, si j'ai envie d'être fidèle à moi-même, si on veut, là, puis de faire des chansons qui sont inspirées par des affaires que je vis pour vrai, etc., ben, je le fais. Puis si j'ai envie de complètement dérailler, etc., ben, je le fais. Puis souvent, je suis entre les deux. Tu sais, souvent, il y a des éléments de ma vie qui m'inspirent des affaires. Qui m'inspirent des chansons. Et mais comment dire, je triture ça pour que la chanson soit plus amusante, soit plus intéressante, soit plus voilà. Ouais, maîtrisé ou virtuose. Là, on va revenir à ça plus loin dans les questions parce que là, j'ai déjà déraillé. En fait, la première question que je te posais n'était déjà pas prévue au programme, mais écoute, on va refaire des parallèles avec ce que tu viens de dire là plus tard, c'est sûr, certain. Puis j'ai oublié de dire à tout le monde qui nous écoute, en fait, si vous avez des questions, parce qu'à la toute fin, il va y avoir une période de questions du public, fait écrivez sur le chat et ma collègue Audrey va récolter les questions, puis à la toute fin, je vais les lui poser et avec votre nom, évidemment, qu'on sache qui a posé quelle question. Mais là, bon, on va retourner un peu plus dans le
code prévu. Moi non plus, je ne suis pas très fan de code, mais ça m'en prend un peu, ça m'en prend un peu dans la vie. Puis, je voulais t'entendre sur ton expérience académique, ton expérience scolaire, ton parcours. As-tu eu des profs qui t'ont carrément allumé dans cette direction-là, qui t'ont craqué, qui t'ont motivé, soit un prof, soit un cours, parce que des fois, tu peux avoir un bon cours, mais un mauvais prof. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu gardes de ton parcours académique? Écoute, moi, comment dire, mon parcours de musique s'est fait en parallèle à mon parcours académique. Moi, j'ai étudié, à la fin de mon secondaire, je ne savais pas où me garrocher au cégep, donc je me suis inscrit en sciences pures parce que c'était une façon pour moi juste de reporter mon choix de 2 ans. T'sais. Fait que je me disais, si je rentre en sciences pures, tout à coup, je développe un intérêt pour la physique, la chimie ou je ne sais quelle autre science, ben, je pourrais aller là-dedans. Je savais que c'était des domaines qui sont plus porteurs, qui conduisent à des emplois de meilleure qualité que, par exemple, étudier en philo ou en histoire, ce que j'ai fini par faire finalement, parce qu'après 2 ans de cégep, je me disais, ben, tu sais, je me fais chier en sciences, puis tout ça, puis la vie, on vit rien qu'une fois, puis je me dis, fuck off, je m'en vais. Moi, ce que j'aimais au cégep, c'était mes cours de philo. Puis dans les cours de philo, j'avais eu un cours de philo en particulier à la première session par le type qui donnait ça. Aujourd'hui, je trouverais ça inqualifiable qu'il y ait un cours comme ça. C'est un type là, qui avait des croyances ésotériques. Au dernier cours qu'il nous a donné, il nous a dit qu'il communiquait avec son maître spirituel par l'esprit. Là. Puis il disait que c'est facile d'influencer le fonctionnement d'un ordinateur par la pensée, ce genre de choses-là. Mais à l'intérieur de son cours, il se posait des questions que je qualifierais d'existentielles, là, des questions, pourquoi on est sur la Terre, pourquoi on vit, est-ce qu'il y a une raison à tout ça, est-ce que c'est ce qui me semble des questions un peu évidentes, mais qu'on n'aborde jamais nulle part, sauf dans les cours de philo. Ouais. Et je me disais, moi, j'avais soif de ce genre de questionnement-là. Alors, je suis allé à l'université en philo. Puis après 1 an en philo, pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas aimé ça non plus. Je trouvais que la philo était très axée sur la lecture de livres extrêmement difficiles à comprendre, pénibles, avec des questionnements très, très intellectuels. Tandis que je trouvais qu'au cégep, on était plus terre à terre dans les interrogations où en fait on parlait de politique, justement de raison d'être, toutes sortes de choses comme ça, de morale, d'éthique, de toutes ces affaires-là. À l'université, on était plus dans l'étude la philosophie analytique, les discours, le sens du langage, etc. Je trouvais ça un petit peu... Bon, bref, j'ai quitté la philo, je suis allé en histoire. L'histoire, j'ai beaucoup aimé ça. Mais parallèlement à ça, je faisais de la musique, j'écrivais des chansons et puis mes cours que j'ai suivis ont alimenté jusqu'à un certain point la musique que je faisais. D'ailleurs, le fait de faire de la musique en français, ça vient beaucoup des cours d'histoire que j'ai eu au secondaire. Quand j'ai eu mes cours d'histoire du Québec, moi, ma famille n'était pas du tout nationaliste, n'était pas du tout pro-français. Même mon père était très, très hostile au Parti québécois, René Lévesque, Parizeau encore pire. Et, et donc, chez moi, on ne cultivait pas l'amour du français. Tout ça. Puis quand j'ai eu mes cours d'histoire, je me suis rendu compte à quel point c'était plus ou moins miraculeux qu'on ait continué ici à parler français pendant 200, 250 ans après la conquête et qu'on continue à le faire aujourd'hui. Puis, je me suis dit, c'est quand même quelque chose de très, très particulier qu'on a ici. Et j'ai eu envie de contribuer à l'essor de la langue française ici, puis, ou à sa vie, tout simplement. J'ai eu envie de faire vivre cette langue-là. Et je me suis mis à écrire des chansons en français, puis à en écouter beaucoup, de telle sorte alors qu'en secondaire 2, 3, 4, j'écoutais que de la musique en anglais. J'écoutais du rock, du metal, n'importe quoi, là, Led Zeppelin, Iron Maiden, là, des choses comme ça. Je me suis mis à développer vraiment un intérêt pour les paroles et ça vient directement de mes cours d'histoire, ça. Et puis à tel point que quelques années plus tard, à un moment donné, il y a eu une phase où j'écoutais que de la musique en français. Et finalement, je suis revenu un peu plus à un équilibre. J'écoute un peu de tout maintenant, mais quand même,
c'est ça, ce côté-là vient directement de mes cours. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tellement, puis en plus, tu préludes ma deuxième question qui est, y a-tu des chansons qui te semblent des incontournables? Y a-tu des trucs écrits au Québec, des chansons, que ce soit Vigneault, que ce soit, ou même français d'Europe, Brel, Brassens, y a-tu, mettons, un top 3 de chansons françaises que pour toi, c'est des chefs-d'œuvre que tout le monde, je prends le grand mot devrait, là, mais qui sont particulièrement riches pour protéger le fait français, puis nous cultiver la culture québécoise. Hey, c'est dur de nommer des chansons en particulier. Là. Moi, tu sais, quand on me demande des chansons comme ça, tu sais, j'ai tendance à dire, tu sais, une chanson qui serait la plus grande. Il faudrait que ce soit une espèce de truc pas un large. peu... Mais donne-en quelques-unes, n'importe quel, tu sais, je ne sais pas. Richard Desjardins a fait des chansons extraordinaires. Gilles Vigneault, en France, Léo Ferré, Brassens. Brassens, c'est tout simple musicalement. Hein? Sur guitare, contrebasse, des fois, il y a une deuxième guitare, ça a l'air tout simple, mais le propos qu'il y a en arrière, puis la maîtrise de la langue et la finesse, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup Léo Ferré. Je ne te nomme pas de chanson en particulier, là, parce que ça serait un peu compliqué. Tu sais, si tu veux une chanson, par exemple, de Brassens, La mauvaise réputation, qui est une petite chanson, elle ne dure même pas 2 minutes. C'est un petit... moi, c'est un petit joyau. Là. C'est tellement bien ficelé. Là. C'est quelqu'un qui, comment dire, justement, un apôtre du mal, je dirais, ou quelqu'un qui est un marginal dans la société, qui vole, qui fait toutes sortes de choses pas correctes, et puis c'est dépeint de façon très fine, là, très efficace. Peux-tu répéter le titre de la chanson? Oui, La mauvaise réputation. C'est le titre qui me passe par la tête. Là. Il y a d'autres chansons extraordinaires, Brassens. Là. Il y a une longue chanson là, de 7 minutes qui s'appelle Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. C'est peut-être pas le titre exact, mais c'est une longue chanson, justement, là, dans le genre un peu plus grandiose, épique. Mais en même temps, il fait ça tout seul à la guitare avec la contrebasse en arrière, mais c'est le propos où il raconte que quand quand il va mourir, il va être enterré sur la plage de Sète. Sète, qui est un village, une petite ville là, sur le bord de la Méditerranée en France. Puis lui, il est originaire de là. Et il y a un poète du début du 20e siècle qui s'appelle Paul Valéry, qui a écrit un poème qui s'appelle Le cimetière marin, si je ne m'abuse. Et puis le poème de Brassens, c'est comme un écho à celui-là. Bon, voilà. Au Québec, je peux te parler de Richard Desjardins. Il y a des chansons. Moi, quand j'ai écouté l'album Tu m'aimes-tu, quand ça a sorti en 90, si je ne m'abuse, écoute, ça a été un choc pour moi. Je trouvais qu'il remontait la barre. Moi, à l'époque, en 90, j'écoutais ce qui se faisait au Québec. Là, je ne sais pas, Michel Rivard, Paul Piché, à la rigueur Plume, Offenbach, Jerry Boulet, des affaires comme ça. Et quand Richard Desjardins est arrivé, je trouve qu'il a tellement remonté le niveau et c'était incroyable. Il utilisait la langue québécoise, mais avec énormément de sensibilité et de sens politique aussi. C'est à la fois. Puis je trouve que Richard Desjardins a ce talent-là incroyable de faire des chansons qu'on pourrait qualifier d'engagées, de militantes, mais qui ne sonnent pas prêcha non plus. C'est pas facile à faire. Et il le fait très, très bien, quoi. Parlant de pas facile à faire, en fait, parce qu'on a un peu préparé l'entrevue, on avait eu une petite discussion pour savoir un peu comment on s'enlignait. Puis une des questions que je t'avais posées et que je comptais te reposer, c'est parmi tes chansons à toi, lesquelles tu considérais les mieux réussies ou les plus les plus riches, mais enfin, les mieux réussies. Puis en fait, tu me fais penser, une que tu m'avais nommée, c'était L'humour chien. Oui. On est encore dans la vibe de marginalité puis de refus. Dans ta tonne, on sent que tu apprécies un peu malgré tout, tu aimes ça l'humour chien. Tu dis, c'est satisfaisant de faire de l'humour chien, mais en même temps, tu dénonces que ça peut comme aller trop loin puis que des fois, tu te sens bien par rapport à ce que tu as fait, mais tu ne devrais pas parce que tu as été un bully finalement. Oui, c'est ça. L'humour chien, c'est dans le fond, ça joue sur un peu je m'interroge sur les mécanismes qui font que quand il y a une blague
bien chienne contre quelqu'un. Par exemple, RBO faisait beaucoup ça, puis ça a beaucoup déteint sur ce que moi-même j'ai fait après. Tu sais, quand il y a une blague bien vache là, sur quelqu'un, mais que c'est drôle en même temps, on dirait que la vacherie de la blague, la méchanceté de la blague rend ça encore plus drôle. Puis il y a quelque chose d'un peu malsain là-dedans. C'est comme pas correct. On le sait que c'est pas correct, mais en même temps, on peut pas s'empêcher d'aimer ça. Puis il y a quelque chose d'un peu, comment dire, justement immoral là-dedans, comme je disais tantôt, mais ça fait partie de ce qu'on est aussi. Alors, c'est un peu confrontant, quoi. Donc, j'ai fait une espèce de réflexion là-dessus. Donc, c'est une chanson qui s'appelle L'humour chien. C'est un texte que j'aime beaucoup. Mais je la fais assez rarement en spectacle. C'est une chanson très difficile à rendre en show parce que ça demande une certaine qualité d'écoute. Et parce que j'ai l'habitude de faire des trucs plus tonitruants, disons. Là. Celle-là, souvent, j'ai de la misère à la passer. Mais quand j'ai une très, très bonne écoute, j'aime ça la faire. Mais ouais, voilà. Je parlais de l'humour chien, je parlais d'Hostie de Bonne Smoke aussi, je crois, qui est une espèce d'hommage, d'ode à la cigarette. Là. J'ai une chanson, tu sais, sur mon dernier album, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Dire du mal des gens, où je raconte que je suis avec quelqu'un, puis une amoureuse dans la chanson avec qui, tu sais, je dis que j'aime ça. Quand on est ensemble et qu'on dit du mal des gens. T'sais. C'est rare que je fais des chansons sentimentales, mais là, je trouvais que j'avais un filon intéressant à exploiter. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose comme de pas correct avec quelqu'un d'autre, ça fait une espèce de complicité. Puis, en même temps, je le sais que c'est. Comment dire que c'est. On dit on ne devrait pas dire du mal des gens, on devrait toujours être bon. Mais n'empêche qu'il y a un certain plaisir à faire ça. Fait que voilà. Puis il y a d'autres chansons là, dans mon répertoire. Le joual, c'est une chanson que j'aime bien, qui est une chanson sur la langue québécoise, là, sur le joual, qui est une espèce d'hommage au joual, finalement. Voilà, je pourrais en nommer d'autres. Je n'ai pas plus pensé à mon truc, là, mais voilà. Mais tu as mentionné que des fois, tu es tonitruant, puis c'est drôle parce que la première chanson pour laquelle tu étais connu, tu l'as faite dans le temps que tu étais dans les colocs, puis si je chante comme une casserole, tu peux être plus tonitruant que ça. Puis c'est drôle l'espèce de mise en abîme parce que c'est comme tu chantes comme une casserole en chantant que tu chantes comme une casserole, puis le point, c'est que tu t'en contre Chris. C'est comme, tu as le goût de chanter, fait que tu chantes ou tu dis que c'est comme quand tu es sur la bolle, puis tu fais rien que sortir ce que tu as à sortir finalement. Fait que, c'est exactement ça. Je chante comme une casserole. C'est pour ça que dans les colocs, je pense qu'ils avaient bien aimé ça. C'est le message, si on veut, ou le contenu de la chanson. C'est que, tu sais, c'est pas grave si tu chantes mal, c'est pas grave si je chante mal, je le fais, puis fuck off. Alors, c'est ça. Je l'ai réarrangée sur un album récent, cette chanson-là. Je l'ai réenregistrée avec mes musiciens. J'y ai donné une twist plus punk rock, là, puis j'ai changé le texte aussi. La chanson porte pas le même titre, d'ailleurs. Je l'ai rebaptisé Casserole, mais c'est à peu près la même chanson, quoi. On reconnaît l'air. Ceux qui l'ont déjà chanté dans la douche, dont je suis, on la reconnaît tout de suite. C'est juste, c'est ça, t'es passé de quelque chose d'un peu plus style coloc à ton style à toi pour lequel tu es connu. En tout cas. Parce que, comme tu as dit dans ta description, tu vas de l'acoustique au métal en passant par à peu près, tu chantes les deux. Je serais curieux de t'entendre chanter du country. Ça pourrait être très drôle. J'en chante du country. Je t'ai entendu dans ta présentation me dire j'ai une chanson sur mon album Voyons mourir pour le Canada qui s'appelle Ogun Quit, que je chante encore assez souvent. J'ai une chanson en anglais, une chanson western en anglais qui s'appelle I Vote for Preston, qui est une chanson sur Preston Manning. C'est une des toutes premières, sinon la première chanson d'actualité que j'ai écrite en 1997, qui est une chanson sur le chef du Reform Party à ce moment-là, qui est un parti de droite. Comment? C'est-tu Camille Sanson à ce moment-là? Non, Camille Sanson, c'est le Crédit social. Là, le Reform Party, c'est un parti de l'Ouest canadien qui a été, actif. En fait, le Reform Party est devenu quelques années plus tard l'Alliance canadienne. Puis l'Alliance canadienne a fusionné avec les progressistes conservateurs, là, qui était le parti de Brian Mulroney, etc. Puis ça a formé le Parti conservateur actuel.
Puis on voit que d'ailleurs, la fusion entre les progressistes conservateurs puis l'Alliance canadienne tient plus ou moins, on le voit ces jours-ci là, avec les tensions qu'il y a dans le parti parce que l'aile plus radicale des conservateurs est toujours présente et est un peu, frustrée que les positions officielles du parti soient trop au centre, quoi. En tout cas, bref, ça ne concerne pas vraiment. Là. Non, mais c'est bon parce que tu caricatures beaucoup parce que justement, dans tes shows que tu mets sur ton site en ce moment, comme gratuit, accessible à tous, tu en as fait un sur où est-ce que vous caricaturez le Parti conservateur. C'est quoi? C'est le Parti conservateur révolutionnaire au lieu d'être le Parti conservateur progressiste? Oui, c'est le Parti révolutionnaire conservateur. En fait, j'ai sorti un album qui s'appelait Révolution conservatrice il y a 4-5 ans. Et je ne pensais pas, en fait, faire un faux parti politique avec ça, mais à un moment donné, il y a, dans les commentaires Facebook sur ma page, il y a quelqu'un qui a écrit « Hey, tu devrais partir le Parti révolutionnaire conservateur du Québec. » Puis j'avais trouvé ça très drôle. Puis je me dis « Ah, tu sais, c'est un bon filon pour un spectacle, tu sais, qui va... Donc, le spectacle qui a accompagné le disque, c'était... on se présentait comme le PRCQ, là, le Parti révolutionnaire conservateur du Québec. Voilà, c'était très le fun de faire ce show-là. Je trouve que je ne l'ai pas fait assez longtemps, d'ailleurs. On a tourné ce show-là pendant un an, puis après ça, on a changé de formule, mais bon, en tout cas, peu importe. Ah, mais n'empêche. En fait, puis on est en plein dans ma prochaine question parce qu'après ça, je m'enlignais sur tes sources d'inspiration. Parce que des fois, mettons, parmi nos jeunes, il y en a qui ne sont pas nécessairement intéressés à devenir des artistes, mais il y en a qui oui. Puis on le sait que les sources d'inspiration, c'est assez incontrôlable. Tu sais, les muses, des fois, tu es insomniaque ou il se passe n'importe quoi. Fait que as-tu des filons où que tu sais ou tu t'attends à ce que, OK, je vais lire un peu l'actualité sur tel sujet, puis je suis à peu près sûr que je vais trouver quelque chose qui va me donner le goût d'écrire une tune. Longtemps, j'ai fait des chansons, des chansons sur des thèmes d'actualité, mais je les faisais sous pression. Je savais que, je présentais ça sous forme de chronique radio, en fait. À chaque semaine, je devais arriver à la station avec une chanson d'actualité. Alors, ça te donne un sacré coup de pied dans le derrière pour trouver des idées, d'avoir cette pression-là, quoi. Parce qu'avant de faire ces chroniques-là à la radio, j'écrivais, je sais pas, moi, 5 tunes par année, quelque chose comme ça. Au début, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'en ai fait vraiment beaucoup. Là, mais à un moment donné, le rythme a diminué. Puis j'écrivais quoi? C'est ça, 5 tunes par année. Puis là, finalement, quand je me suis lancé dans ces chroniques radio-là, je devais en faire une par semaine. C'était colossal pour moi. Je me suis dit, mais je ne t'offrirai pas, mais bon, je vais l'essayer parce que j'avais rien d'autre à faire dans ce temps-là, à l'époque, puis j'avais rien à perdre. Je me suis dit, bon, je vais essayer de le faire et je me suis rendu compte que j'arrivais à des très bons résultats sous pression. Non seulement des très bons résultats, mais je trouvais que mes résultats étaient meilleurs que quand je travaillais pas sous pression. Alors, puis c'est comme ça que au fil des ans, là, j'ai fait beaucoup d'albums comme ça en ayant des échéances dans le cul là, pour produire des choses. Ça m'est même déjà arrivé de booker des sessions de studio pour enregistrer de la musique sans avoir de chansons terminées. Puis je me disais, bon, il va falloir que mes chansons soient terminées à telle date. C'est un peu ça. Sinon, l'inspiration elle-même, ça vient, tu vois, j'ai sorti un album il y a quelques semaines, là, ça fait 2 mois à peu près, qui s'appelle L'An 8000. J'ai délibérément voulu ne pas faire de chansons sur des thèmes d'actualité, des trucs vraiment collés sur l'actualité, pour que les chansons de l'album puissent vivre longtemps. C'est un peu un problème quand tu sors un album sur des chansons d'actualité, c'est que les chansons, des fois, ont une date de péremption qui arrive très vite. Ouais. Alors, voilà. Donc, là, j'ai fait un album, mais j'ai trouvé ça difficile parce que, justement, je suis retombé à mon rythme de 5 chansons par année, à peu près. Et puis là, tu t'assois, puis là, bon, sur quoi je ferais une toune? Puis on dirait que il y a trop c'est comme si ça arrive à un buffet infini, puis là, il faut que tu te prennes une assiette, puis tu sais pas trop où te garrocher, puis finalement, je suis arrivé, là, mais ça a été laborieux. Puis aussi, il faut dire que, comme tu le disais en introduction, j'ai 15 albums. Quand tu as 2-3 albums, c'est pas trop difficile de ne pas se répéter, mais quand tu es rendu à 14-15, là, puis que tu veux pas
refaire la même chose, Ouais. c'est Un peu plus compliqué. ouais. Quand on dit que, mettons, Hollywood s'essouffle, un artiste s'essouffle, c'est ça, c'est qu'il commence à faire sortir un peu tout le temps les mêmes rengaines puis qu'il ne se renouvelle pas, mettons. Là. Mais toi, Ben, rendu à c'est 15 ça. albums, t'es renouvelé. Ben, j'essaye j'ai bon espoir de ne pas trop me répéter, là. Mais en même temps, tu sais, des fois, j'écris des chansons, je dis, ah ouais, ça c'est bon. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des parentés entre ce que je viens d'écrire et d'autres affaires auxquelles je ne pensais pas que j'ai déjà faites dans le passé. Tu sais. On ne peut pas se changer radicalement là, du jour au lendemain, même en voulant le faire. Là. Alors, c'est pour ça aussi que avoir une pression, travailler dans un cadre, ben, ça nous force à ne pas être là où on serait naturellement. Justement, avec les chansons d'actualité. Moi, des chansons d'actualité, j'en faisais pas avant d'avoir La chronique. l'obligation d'en Ouais. faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ça m'a amené ailleurs. Donc, c'était. Puis, tu sais, je les ai faites, les chansons d'actualité, à, à- à une période de ma vie où tout ce que j'avais planifié de faire avait foiré. Je n'avais rien d'autre devant moi, sauf cette proposition-là de faire une chronique à la radio. Puis je me suis dit, ben, regarde, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Et puis finalement, c'est ça qui m'a valu de faire mon premier album. Mon premier album s'appelle Mon oncle Serge, chante 97. Puis c'est carrément des enregistrements que j'avais faits puis que j'avais présentés à la radio communautaire CIBL de juin à octobre ou novembre 97. Novembre. Voilà. En somme, parce que pour ramener ça un peu, tu sais, des fois, quand on finit par décrocher, puis je me considère comme un décrocheur, moi aussi j'ai étudié en philo, puis j'ai décroché avant de finir mon bac, maintenant c'est le certificat, j'ai fait changer mes crédits, bon. Mais d'avoir des contraintes, des fois, quand tu es sur le point de décrocher, c'est que tu interprètes les contraintes, tu les prends comme juste de quoi qui fait chier, comme qui t'empêche de t'exprimer, tu sais, il y a un thème imposé pour ta dissertation, ou bien il y a une forme imposée de dire c'est un texte argumentatif, ça prend le sujet amené, posé, divisé, puis toutes ces singeries-là, ces détours-là, puis toi, tu n'as rien que le goût de te libérer, de t'exprimer en t'en foutant un peu, mais quand tu t'apprivoises ou quand tu choisis tes contraintes d'une certaine façon, ou quand les contraintes qui te sont proposées de l'extérieur tu fais comme, OK, je suis capable de faire ça, c'est là que les contraintes deviennent une source même de motivation. Puis dans le fond, si tu dis que ton premier album, c'était carrément tes chroniques que tu as proposées, puis en fait que tu as produites pour ces contraintes-là, puis que tu en as fait un album, c'est un peu comme si un jeune qui étudiait au cégep en français, qui se faisait demander un texte narratif, qui commençait à écrire de quoi, puis qui faisait, ben c'est assez bon. Ce que j'ai fait comme devoir, c'est assez bon pour que je parte un livre là-dessus. Ah oui, absolument. Ben oui. Tu sais, puis des fois, moi, j'ai déjà fait des affaires parce que j'étais obligé de les faire ou parce que j'avais accepté. Là, je faisais j'ai fait des trucs à la télévision, là, des reportages chantés là, pour la fin du monde. Il était à 7 heures, là, qui était une émission qui était animée par Marc Labrèche là, autour de 98, 19, 2000. Et tu sais, puis j'aurais jamais fait des reportages. Chanter comme ça, tu sais, puis il fallait que j'écrive une toune, il fallait que je l'enregistre, puis après ça, il fallait que je chante, puis il y avait des bouts là, instrumentaux où j'interviewais du monde, puis tout ça, tu sais, puis c'était... Puis écoute, j'aurais jamais fait un truc comme ça, tu sais, à moins d'avoir eu la contrainte de le faire, puis je me suis fait chier à le faire, là. Puis mes chansons d'actualité, là, je n'étais pas en train de les écrire là, en me disant « All right, c'est le fun, tu sais, faire des tunes d'actualité. » Ben non, tu sais, je veux dire, je déposais ma chanson le jeudi matin, je la faisais en ondes. Puis déjà le jeudi après-midi, j'étais en train d'éplucher les journaux pour me chercher un sujet. Puis là, j'étais angoissé toute la fin de semaine. Je me disais, mais qu'est-ce que je. Même si je n'étais pas payé pour le faire, puis c'était bénévole, puis c'était radio communautaire, puis c'était une. Ben, tu sais, même là, tu sais, je ne voulais pas perdre la face. Non, tu avais l'engagement. Oui, puis puis moi, je savais que c'était quelque chose de, comment dire, tu sais, c'est pas, il y a des gens, je pense, qui ont l'inspiration plus facile que moi, tu sais. Puis je regardais les faits d'actualité, puis les trucs, puis là, je capotais. Puis des fois, j'arrivais le lundi, mardi, j'ai toujours pas d'idée. Puis là, tu penses rien qu'à ça, puis tu te brasses les journaux, tu casses avec ta guitare. Puis à un moment donné, des fois, tu es vraiment à la dernière minute, tu trouves un filon, puis tu y vas. Des fois, le résultat est plus ou moins bon, mais souvent, ce qui est arrivé souvent, en fait, c'est que j'avais une base assez
solide pour pouvoir la retravailler par après. T'sais. Alors, puis je parlais de mes enregistrements en 97 qui sont ramassés sur le disque. La plupart des chansons, je les ai retravaillées, mais assez peu, hein, entre c'est-à-dire que la version qui a été diffusée en ondes et celle qui s'est retrouvée sur le disque, c'est des versions assez différentes. Parfois, en fait, grosso modo, les chansons sont plus courtes sur l'album. J'ai beaucoup ramassé mon propos, puis c'était pour le mieux. T'sais. Et puis après ça, d'ailleurs, dans les chroniques que j'ai fait l'année suivante, en 98, j'ai continué donc en 98 à faire ça. Et après ça, le travail que j'ai fait à la fin de 97 pour faire l'album, là, je le faisais quasiment à la source. Déjà en 98, parce que je savais que j'étais mieux de faire quelque chose de plus court à la base. Mais encore là, je reviens toujours même si tu fais quelque chose de plus court, même si c'est quand même stressant, c'est pas le fun. Mais une fois que c'est fait, là, je regardais ce que j'avais fait, puis je me suis dit, ouais, je me fais bien chier, là, mais ça vaut la peine. Il y a un clip comme ça, qui est mon vidéoclip de Marijuana que j'ai sorti en 2001, au début de 2001. Écoute, moi, j'avais jamais fait d'animation de ma vie. Ma blonde du temps, elle enseignait les multimédias, les logiciels de multimédia au cégep. Puis elle m'a dit, tu pourrais utiliser tel logiciel pour faire de l'animation. Je pense que tu aimerais ça. Puis j'ai commencé à gosser un peu là-dessus. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un vidéoclip sur une de mes chansons. Je voulais le faire en dessin animé de A à Z. J'ai passé 2 mois là-dessus, 7 jours semaine, 8, 10 heures, 12 heures par jour à faire ça. C'était cauchemardesque. Puis à la fin, je me suis dit, je ne ferai plus jamais ça. Puis, mais ça a valu la peine. Je l'ai envoyé à Musique Plus. Musique Plus l'a diffusé. Puis, puis après ça, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de shows. Ça a été un gros succès à Musique Plus, le vidéoclip de Marijuana. Ouais. Puis j'ai commencé à avoir des shows un peu partout après. Puis je me suis dit, ouais, je me suis bien fait chier pendant 2 mois, mais ça a vraiment valu la peine. Puis fait que des fois, c'est comment dire. Il faut que tu sacrifies ton temps, puis il faut que tu sortes de ta zone de confort pour faire la chose qui va te débloquer dans ta zone de confort. C'est ça. Puis ça aurait pu ne rien donner. Hein? Puis surtout si tu fais un vidéo. Aujourd'hui, quand tu fais un vidéoclip, tu le crisses sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, tu sais qu'il y a des gens qui vont le voir. Mais en 2000, là, quand on faisait un vidéoclip, il n'y avait pas encore de diffusion de vidéoclip sur Internet. Fait que si mon vidéoclip, il n'avait pas passé à Musique Plus, il aurait passé nulle part. Alors, c'était vraiment... Moi, à un moment donné, j'étais découragé. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de perdre tout mon hiver à faire ça. Puis finalement, ça a marché. J'ai été chanceux. Mais ça aurait pu très bien ne pas marcher. Puis ça aurait pu très bien ne pas être diffusé. D'autant plus que c'est un vidéoclip un peu scabreux, là, avec des policiers avec des têtes de cochon, puis ce genre de choses-là. Là. Alors, voilà. Je pense que vous m'avez perdu, là. Voilà. Ouais, OK, parfait. Ouais, c'était juste la caméra. Je commence à... Ma batterie faiblit. Oh boy, OK. On va accélérer un peu dans ce cas-là. Mais de toute façon, je suis capable de rattacher ça à la prochaine question qui s'en venait. C'est que, en fait, là, tu parles du vidéoclip que tu as fait toi-même. Tu n'es pas avec une maison de disques. Tu fais la majeure partie de... Tu es en autopromotion. Fait que dans le fond, tu échanges avec tes fans. Puis par écrit, c'est toi qui gères la page Facebook. Si quelqu'un écrit sur la page Facebook de Mon Serge, c'est réellement toi qui réponds. C'est pas quelqu'un qui est engagé ou un ami ou quoi que ce soit. Exact. Comment c'est d'écrire, d'échanger par écrit comme quotidiennement ou à tous les semaines avec tes fans? Bon, écoute, c'est pas super prenant, là. Je ne peux pas dire que je suis enseveli sous le courrier, mais j'aime ça faire ça. J'aime ça parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très solitaire. Ma vie quotidienne, je suis tout seul à la maison, j'ai mon garçon, etc. Je vois des amis. Quand j'ai des shows les fins de semaine, je vois beaucoup de monde, mais dans le reste de la semaine, je suis quand même assez tout seul à la maison. Puis, comment dire, mes chansons, je les écris... puis je les joue dans mon sous-sol, je les enregistre avec mes musiciens, on met ça sur disque. Puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui les écoutent, qui les aiment, qui les apprécient, puis qui m'écrivent pour me le dire. Puis je me dis, ça met un peu un visage sur les gens à qui c'est destiné, parce que moi, c'est un peu comme une bouteille que tu jettes à la mer, puis tu ne sais pas qui va écouter ça. Fait que je trouve ça le fun
d'avoir Ouais. des réponses, de la réponse. Ouais. Oui, des échos, ouais, exact. C'est le bon terme. Puis des fois, tu as des échos qui, j'imagine, un peu comme Yvon Deschamps, parfois, il faisait des sketchs avec un second degré, des monologues avec un second degré qui étaient interprétés au premier degré par le public, puis qui faisaient comme non, je voulais pas t'encourager à être raciste, c'est pas ça que je voulais dire dans mon truc sur le mot en haine, mettons. Fait que ça arrive-tu des fois que le feedback, que l'écho que tu reçois, c'est comme quelqu'un que malheureusement, il a mal interprété ce que tu veux dire? Oui, ça arrive, mais c'est sans conséquence, je te dirais. Okay. Tu sais, j'ai pas vraiment de souvenir. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ils me disaient, tu sais, ah, mon oncle Serge, maudit fédéraliste, là, qui avec te mourir pour le Canada. C'est vraiment une chanson ironique, là, puis l'ironie Ouais. passait pas. Tu sais, ça m'arrive des choses comme ça, mais c'est pas. Je dis. Je te dis, c'est pas un problème majeur là, dans mon cas. C'est déjà arrivé que. Non, je te dirais, les trucs ironiques, c'est pas trop. Tu sais, des fois, quand on tombe sur des sujets plus délicats, là, tu sais, des sujets que, tu sais, je sais pas, à Les la fin. femmes, ça c'est de la Les, femme, par exemple, une féministe qui t'entend chanter, ça c'est de la femme, je veux Tu sais, dire, j'ai jamais eu vraiment d'écho là-dessus, sur cette chanson-là. Moi, OK. j'allais dire, c'est plus au niveau de tout ce qui touche l'islam. Tu sais. J'ai une Ah, chanson OK. qui s'appelle «L'État islamique» et une autre qui s'appelle «L'Ayatollah Couillard», les deux qui sont sur Mon Oncle Serge 2015, là, mon album de chansons d'actualité de 2015. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas, comment dire, tu sais, les chansons sont, tu sais, comment ça, c'est des chansons qui m'ont attiré la sympathie de gens dont je ne voulais pas de la sympathie. Tu sais, il y a des sites d'extrême droite. Il y a un site d'extrême droite en Bretagne, je me souviens qu'il avait partagé la fois où je suis allé chanter ça à Musique Plus, puis puis là, je me suis dit, oh, c'est pas le fun, ça. Tu sais, puis Non. Charlie c'était. Hebdo, un peu, là. C'est un parallèle avec Charlie Hebdo qui peut être un peu inquiétant, là. Oui, c'est dans la même période Hum. d'ailleurs. Tu sais, c'était. Fait que là, je me suis dit, ouf, je sais pas comment dire. Tu sais, ces gens-là comment dire, ont compris quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce que j'ai voulu dire dans la chanson. Alors, c'est pas, tu sais, l'État islamique, c'est une chanson où tu sais, je félicite l'État islamique d'interdire la musique, tu sais. Et OK. puis là, tu sais, puis les gens, tu sais, il y a des gens en Europe, tu sais, qui ont vu ça, puis ont dit, ah, enfin, quelqu'un qui comment dire, ça se moque des musulmans avec beaucoup d'injures à leur endroit, là, OK. au Ouais. détour. Fait que là, je me disais, oh, non, ça ne me tente pas d'être associé à ça. J'avais écrit au site Internet en question pour leur dire que je réprouvais ça. Puis finalement, ils n'ont pas retiré leur page puis tout ça. J'ai fini par moi-même retirer le clip, la captation de quand j'avais chanté ça à la télé. Fait que c'est ça, c'est le genre d'affaire qui est pas. Mais franchement, en général, c'est pas. OK. C'est C'est assez. l'exception. C'est l'exception, c'est pas la règle, ou ben, sans Ouais, parler ouais, d'une c'est règle, ça. c'est pas problématique. C'est le seul cas là, où vraiment ça m'a plus perturbé. Là. Mais en Mhm. général, là, puis ça fait 7 ans, ça, c'est 6 ans. Mhm. Bon, Bon, depuis, OK. ça va. Là. Faut Ouais. dire que je suis moins corrosif qu'avant aussi, je pense, dans mes Ouais. chansons. On, Alors, ça s'agit peut-être en vieillissant, des fois où c'est ça, on devient plus prudent, peut-être. ben, Ben, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais, quand j'ai commencé à faire mes tours en 97, on pouvait faire des chansons ou du contenu pour la radio vraiment en catimini, c'est-à-dire sans craindre d'avoir une diffusion très large. Tu sais. Moi, ouais. mes chroniques de chansons d'actualité, au début, j'allais les présenter une fois le matin à 8h15, tu sais, à CIBL, qui est une radio pas très écoutée en partant. Là. Fait que je me suis dit, regarde, il n'y a pas grand monde qui écoute, je me paye la traite. Tu sais, c'est vraiment, là, puis là, je fais, tu sais, c'est part-time, je veux dire, je peux dérailler autant que je veux, on s'en sac. Tu sais. Puis quand le disque est sorti, par contre, là, j'ai commencé à avoir peur un peu. Tu sais, je me dis, ouf, là, il y a peut-être des trucs qui vont. Puis finalement,
le fait de m'en sacrer complètement puis de me dire « Oh, fuck off, si je rentre dans le tas, je suis super vulgaire, super injurieux, super... » Ça a fini par finalement, à ma surprise, susciter de l'intérêt parce que j'étais le seul à faire ça. T'sais. Alors, fait que finalement, c'est devenu comme une espèce de marque de commerce puis j'ai continué un peu là-dedans avec les années, mais tranquillement, je me suis peut-être... raffiné un peu, mais j'aurais probablement pas fait ça à l'origine si j'avais eu conscience que ce contenu-là était pour non pas être diffusé une fois à la radio le matin, puis après ça pourrait être oublié, mais que ce contenu-là était pour rester puis être diffusé. Parce que là, si j'écris un petit commentaire sur Internet quelque part, la diffusion est mondiale, et puis ça peut rester, puis ça peut finalement jouer contre moi à terme, quoi. Fait que tu as pu explorer puis vraiment maîtriser ton créneau dans un contexte un peu plus restreint, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, où tout le monde, les sensibilités sont un petit peu exacerbées, puis d'un côté, il y en a qui disent on peut plus rien dire, de l'autre, il y en a qui s'offensent à pas grand-chose. Fait que là, mais là, au moins, vu que ton nom est déjà attaché à une certaine irrévérence, là, Mais même en sachant ça, tu as dit que tu as eu peur. Là, fait que des fois, pas que tu t'auto-censures, mais on s'auto-censure tous. À un moment donné, il n'y a personne dans la vie qui dit tout ce qu'il pense tout le temps. Je veux dire, c'est fait que c'est pareil pour les chansons. À un moment donné, je dis je vais faire. Là, il y a une idée qui te traverse l'esprit, puis finalement, tu te dis non, je ne devrais pas dire ça parce que si ça. Est-ce que tu t'auto-censures dans ce temps-là? Ouais. C'est ça. Avant, j'avais plus tendance à dire fuck off, c'est pas correct, mais je le fais pareil. Okay. Maintenant, je suis comme plus. Là, je pense aux répercussions, je pense à l'impact. Je me dis, je suis prête à assumer ça jusqu'au bout. Je suis comme plus. Je suis plus hésitant, quoi. Je mesure plus la portée de ce que je chante, de ce que j'écris, de ce que je dis, etc. Mais puis t'es pas par ailleurs en perte de popularité non plus nécessairement. Fait que c'est encore une contrainte de genre essayer de pas être trop, de pas pousser le bouchon trop loin, mais le résultat final parle quand même beaucoup à beaucoup de gens. Oui, puis je veux être à l'aise moi-même avec ce que je fais. Je veux vouloir le défendre. Puis, il y a des affaires que j'ai écrites dans le passé que ça ne me tente plus de faire, pour toutes sortes de raisons, parce que la société change. Mais moi aussi, je change. Puis, il y a des affaires que je trouvais excellentes en 2005. Puis aujourd'hui, je me dis, c'est pas pour toutes sortes de raisons, j'ai plus envie de les faire, quoi. Okay. Bon, mais écoute, je veux m'assurer qu'il y ait un temps de questions du public. Je vais te poser la toute dernière, peut-être assez simple. C'est cliché, mais ce serait quoi, si tu avais un conseil à donner, soit à un jeune qui pense se partir en une carrière d'artiste ou retourner aux études, ce serait quoi ton conseil premier? Ce serait quoi, par ton expérience, par ton vécu, ce serait quoi la chose à savoir? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai un cas bien particulier. Moi, je pense que j'ai été chanceux, j'ai été à la bonne place au bon moment. J'ai eu une espèce de. Je me trouve très, très chanceux dans la vie. Je ne veux pas, dire que je me suis pogné le cul là, pendant tout ce temps-là, mais j'ai travaillé pour vrai. Là. Mais en même temps, si ça a débouché, c'est pas juste parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai travaillé, puis en même temps, il y a eu des circonstances favorables qui sont survenues. Mais pour qu'on soit, comment dire, pour qu'on puisse profiter des circonstances favorables, il faut quand même être là et être prêt à en profiter. Donc, il faut toujours être en train de faire quelque chose, finalement. J'ai des amis humoristes qui ont un groupe qui a une petite notoriété, puis ils me disaient les Pic-Bois, pour ne pas les nommer. Il y a un des gars qui me disait, moi, je leur faisais remarquer qu'ils faisaient énormément de choses. Ils ont des podcasts, ils ont des personnages qui font vivre sur leur site Internet. Ils ont vraiment beaucoup de contenu. À tous les semaines, ils sortent des affaires, ils font des sketchs, À un moment donné, ils faisaient un nouveau show par mois dans un petit théâtre à Montréal. C'était vraiment colossal comme travail. Puis
c'est ça, puis je leur disais, puis que, voyons, ça, c'est incroyable ce qu'ils abattent comme travail. Puis eux, ils m'ont répondu, ben nous autres, si on a une opportunité, on veut être prêts, tu sais, on veut être là, tu sais, puis mettons que, tu sais, par exemple, ils font de la radio, tu sais, ils disent, ben si jamais il y a des gens qui cherchent des animateurs, tu sais, pour de la radio, quoi que ce soit, ben nous autres, on en fait depuis des années, on est là, on est présent, tu sais, puis on est prêt, tu sais, à le faire, on va pas l'apprendre sur le tas, tu sais, puis je pense que je pensais un petit peu comme ça sans me le dire, tu sais, avant que ça marche, tu sais, pour moi, parce que j'étais tout le temps en train de faire quelque chose. C'était tout le temps important de... Tu sais, quand j'ai sorti mon quatrième album, 13 tonnes trash, en 2000, ça a passé, mais complètement inaperçu. J'ai eu pratiquement pas de couverture médiatique. Puis, tu sais, au bout de tu sais, 1 mois ou 2 mois après la sortie de l'album, je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose. Puis, je me suis mis à refaire l'album suivant immédiatement. Et finalement, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait en sorte que cet album-là a fini par marcher. Mais quand il est sorti, il est passé complètement inaperçu. Puis le fait que j'ai fait l'autre album tout de suite, j'ai pu le lancer assez rapidement avec, puis profiter du momentum de l'album précédent, puis tout ça. Fait que c'était pas planifié, mais je pense que le fait d'être tout le temps en train de faire quelque chose, puis de penser au prochain coup, puis de... Tu sais, je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais je pense que l'important, c'est pas de pas rester assis sur son steak et de rien calisser. Il faut toujours être en train de faire quelque chose puis préparer, que ce soit des études, n'importe quoi, des cours, des projets artistiques, des projets. Si tu es en train de travailler, ben c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fait que c'est en faisant des projets qu'on finit par être capable d'emmener à terme. Puis voilà, c'est ce que je pense, là, comme ça, a priori. Pas la prétention d'être un coach de vie, là, mais bon, voilà. Non, mais sans en faire une profession, c'est quand même bon d'avoir ton son de cloche sur ce serait quoi le conseil de ton expérience. Puis honnêtement, j'ai de la misère à voir un meilleur conseil pour des jeunes décrocheurs de se dire qui se demandent, c'est tout simplement de se mettre en branle dans une direction finalement, puis de voir peut-être que la direction va changer en cours de route, peut-être qu'ils vont récupérer des années plus tard ce que cette direction-là va leur apporter, mais c'est tout simplement de ne pas s'encrouter finalement. Oui, c'est ça. C'est facile de s'encrouter en sacrement aujourd'hui, là, avec la. Tu sais, quand tu t'assois chez vous devant ton laptop, je le fais moi-même souvent, là, tu commences à niaiser, tu cliques sur un profil, tu t'es gna, puis tu perds une demi-journée aussi rien qu'en niaisage, en regardant des vidéos YouTube, puis des profils de gens que tu connais pas, puis tu sais, c'est vraiment... Tu sais, les loisirs passifs sont très, très La accessibles. tentation, la tentation est pas mal tout le temps là. Okay. Bon. Ben, écoute, ça fait le tour des questions de l'entrevue un peu préparées, de ce qu'on s'était déjà jasé. J'aurais juste une question du public pour le moment. En fait, c'est l'heure des questions du public. Si vous en avez, écrivez-les sur le chat, faites-les connaître à Audrey, ma collègue. On commence avec une question de Mason Forg. J'espère que je ne crappe pas ton nom, Mason. La musique considère tout ça plus comme un travail ou une passion? De plus en plus comme un travail. Au début, c'était vraiment une passion. Tu sais, moi, je rêvais de faire ça dans la vie. Puis je pensais jamais arriver à le faire d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, si moi-même, à 18 ans, là, je me voyais ce que je suis devenu aujourd'hui, je ne le croirais pas. Ça serait comme un conte de fées, là, tu sais, pour moi, tu sais, de vivre de ma musique. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai 51, là, tu sais, puis je vis encore de ma musique, c'est quand même... pour moi, c'est comme miraculeux, là. Mais je te dirais qu'avec les années, l'aspect travail, et tu sais, j'ai vraiment conscience de faire. Parce qu'au début, quand on écrit des chansons, tu sais, on suit des impulsions, puis ça sort tout seul. Puis à un moment donné, arrive un point où, ben, tu sais, il faut un peu, comment dire, crinquer à la main, là, si on veut. Il faut un peu se donner des coups de pied dans le derrière pour comment dire, écrire des chansons. Ouais, maintenir, sortir du nouveau stock, faire toutes sortes de choses. Fait que, oui, j'aime toujours ça, faire ça, mais je trouve ça plus difficile avec les années qui passent parce que, justement, j'ai 15 albums qui sont déjà faits. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses déjà, d'avoir fait beaucoup de genres de musique, puis tout ça. Donc, maintenant,
l'aspect travail, l'aspect de se pencher sur ce que je fais, puis d'être critique, puis de virer ça de tous les sens. Par exemple, quand j'écrivais des chansons, je dirais, dans les années 90, je me demandais pas. On dirait que quand l'idée de la chanson me venait, j'imaginais tout de suite que j'étais pour la chanter de telle manière, avec tel genre d'instrumentation, puis tout ça, puis je le faisais, puis c'était final bâton, c'était ça. Aujourd'hui, j'écris une chanson, je l'envoie à mes musiciens, puis là, on essaie de faire un arrangement qui est plus, je sais pas moi, dans le genre rock des années 70. Mais on trouve que ça marche pas. Là, on essaye une version plus punk rock. Là, on voit que ça marche pas. On essaye une version plus métal. Puis on fait plein de versions différentes, puis on gosse. Puis ça, c'est du travail. Tandis au début, c'était plus intuitif. Mais je pense que j'arrive à des bons résultats aujourd'hui encore, mais que ça demande plus de travail, puis plus de... J'ai peut-être moins de spontanéité, mais plus de... Je pense que le travail est plus réfléchi et peut-être plus mûr quelque part. Là. Voilà. Puis si tu arrives à en vivre, c'est quand même un signe que oui, tu rejoins encore, tu es encore pertinent, puis tu as ta fanbase qui valorise, qui reconnaît la qualité de ton travail et plus simplement de ta passion. Oui, c'est ça. J'espère. En tout cas, on va voir. Là, depuis 2 ans, tout a été un peu ça glace. Là. Alors, j'espère que quand les shows vont reprendre, là, je vais vraiment avoir la mesure de la popularité du projet quand les activités normales vont reprendre. En tout cas, le dernier disque est sorti au mois de la fin novembre, là, et il a été très, très bien reçu. Alors, je suis très content de ça. Et, d'ailleurs, tu as le commentaire d'un de mes collègues, David Hull, qui fait dire merci pour cet entretien. La dernière galette est vraiment excellente parce qu'il voilà. l'a eu en priorité un petit peu. Ben oui, il y a Peter Paul, qui est un de tes collègues de travail, d'ailleurs, qui a travaillé dessus. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie ma présence ici aujourd'hui. Oui, il faut savoir faire jouer ses contacts, ça s'appelle, je veux dire. Mais j'aurais pu t'écrire sur mon oncle Serge sur ta page Facebook. Puis déjà, absolument, ben oui. C'est juste quand je me suis dit, la présence de mon collègue, en fait, de notre collègue commun, finalement, a juste fait que j'ai pensé à toi plus rapidement, mais pour le projet, puis honnêtement, tout ton propos depuis le début de l'entrevue, c'est ultra pertinent. J'aurais voulu moi-même voir cette entrevue-là quand j'étais jeune et que j'étais sur le point de décrocher. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y a plein de commentaires qui sont des remerciements en ce moment qu'on est en train de m'envoyer. Là. Merci à tout le monde pour votre écoute. J'ai une question ici de Joanie Rinfrette. Quel genre d'élève étais-tu au secondaire? Qu'est-ce qui t'a accroché à tes études? Comment tu as fait pour finir tes études, pour aller au bout? Puis tu as fait une chanson sur le rejet. Étais-tu rejet? Je n'étais pas populaire au secondaire. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à jouer de la musique. Tu sais, en secondaire 1, je me souviens, écoute, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais en fait, j'avais des amis au primaire. Puis quand je passais au secondaire, moi, je suis allé à l'école privée. Et mes amis du primaire sont allés à la polyvalente du coin, là, où je restais à Ville-la-Salle. Puis j'ai perdu un peu contact avec eux. Fait que je me suis comme ramassé tout seul en secondaire 1. Puis je ne me suis pas fait d'amis en secondaire 1. Et l'été, entre secondaire 1 et secondaire 2, j'ai trouvé ça complètement atroce. J'étais tout seul chez moi. Je n'avais pas d'amis. J'étais quelqu'un d'assez gêné. Je n'avais pas tellement confiance en moi, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour rencontrer du monde. Il faut que je provoque les événements quelque part. Et j'écoutais un petit peu de musique chez moi. Puis je me suis dit, je pourrais commencer à jouer de la musique. Et j'ai commencé à jouer de la basse spécialement parce que moi, ce que je voulais, c'était rentrer dans un groupe. Puis dans un groupe, tu avais le chanteur, là, je n'étais pas assez poseur pour ça. Le guitariste, un peu aussi la vedette. J'avais l'impression que tout le monde voulait être guitariste ou batteur. Le chanteur, c'était trop pour moi. Fait que ce qui restait, c'était le bassiste. Fait que j'ai commencé à jouer de la basse. En me disant, pas parce que j'étais passionné de la basse, mais parce que j'avais l'impression que c'était le poste dans un groupe pour lequel il y avait le plus de demandes. Alors, j'ai commencé à jouer de la basse et j'y ai vraiment pris goût. Et comme ça, de fil en aiguille, au début, pendant tout le temps de mes études, ça restait un loisir, la musique. Puis même quand j'étais dans les colocs au début des années 90, je continuais à aller à l'université en parallèle, quoi. Puis moi, c'est ça. Moi, au secondaire, j'étais un très bon élève. Je dirais un élève sans histoire, là, mais pas un élève
populaire. Là. C'est pas pour ça que j'ai joué de la musique, c'est pour me faire des amis. Carrément. Ça a marché parce que la plupart des gens que je connais aujourd'hui, ou sinon la presque totalité de mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés par le truchement de la musique. Alors voilà. Ouais. Puis scolairement, mettons, tes notes, c'était comment? T'étais-tu bon? T'étais-tu J'étais bon à discret? l'école. Je n'étais OK. pas premier de classe, mais je dirais que j'étais dans le peloton de tête. Là. Je dirais dans les. Si on sépare là, mettons, la classe en 4 quarts, là, je suis à peu près tout le temps dans le premier quart en haut. Là. Sauf en éducation physique où j'étais dans le dernier quart en bas. Fait que Ouais. voilà. C'est rarement les gens ont rarement les deux, l'intellectuel et le physique, ça marche rarement ensemble. Ah, écoute, ça ferait le tour, ou en tout cas, je vais donner le mot de la fin à ma collègue Audrey qui dit Waouh, merci beaucoup pour toute cette belle générosité. Ce fut très intéressant de te découvrir sous cette facette, tout un parcours enrichissant. Merci beaucoup. Fait que, Ben, merci à vous autres. ben écoute, comme je te dis, on n'aurait pas pu mieux lancer le projet Rebâtir qu'avec toi. Fait que voilà. Ça va faire 50 fois que je dis merci, fait que je vais arrêter de le dire. Veux-tu faire de la pub? Tu as sorti un album il y a 2 mois. As-tu un prochain album? La tournée, elle va reprendre. Là, j'ai vu à voyons, à À Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. J'ai des spectacles ce week-end à Baie-Saint-Paul, mais c'est une drôle de formule. On va être dans une remorque vitrée, puis on va se faire trimballer à travers le village de Baie-Saint-Paul, puis on va se rendre chez des gens. Fait ils vont reculer le trailer dans la cour du monde, puis on va jouer pendant 15 minutes dans une cour privée, puis après ça, on va repartir, on va aller dans une autre cour privée. On fait 7 petits spectacles à chaque soir. Fait que c'est ça, mais en tout cas, c'est un événement un peu particulier. C'est pas vraiment un show. En fait, c'est une formule un peu bizarre. Là, mais ça va, en tout cas, j'ai bien hâte de faire ça avec donc ton collègue Pierre-Luc, d'ailleurs, qui va être avec moi à la guitare. Mais sinon, les shows devraient recommencer au mois de mars. Donc, c'est la tournée du dernier album, L'An 8000, qu'on peut acheter. L'An 8000, d'ailleurs, il n'est pas en vente dans les magasins de disques, à part quelques disquaires indépendants. Je n'ai pas de point de vente à Joliette. J'en ai à Repentigny, puis j'en ai à Terrebonne, mais pas à Joliette encore. Et donc, si on veut acheter l'album en format physique, il faut aller sur mon site web, mononcle.com. En tout cas, aller sur Google, taper Mon oncle Serge. Sur ma boutique en ligne, il y en a. Et puis sinon, ben voilà, les shows, ça reprend à partir de mars. Et puis, puis on peut l'écouter aussi sur les différentes plateformes, là, Apple Music, Spotify, YouTube et autres. OK, mais on préfère tout le temps acheter les albums et encourager nos artistes, c'est la meilleure façon. Ah, Ouais, ben. Mais écoute, ça a été un plaisir. Puis reste avec moi, mais on va mettre fin au stream pareil, puis on va s'en parler après. Merci à tout le monde. Projet Rebâtir, on a brisé la glace, c'est fait. Fait que petit rappel, c'était 16-35 ans, du goût d'apprendre à mieux s'exprimer. D'ailleurs, Manon s'exprime extrêmement bien. À l'oral et à l'écrit, et potentiellement de retourner aux études dans peut-être un chemin qui nous passionne un peu plus ou qui nous permet de résister à la tentation de glander sur Facebook ou sur Wikipédia dans mon cas. Et fait que c'est tout pour aujourd'hui, puis on se dit à très bientôt tout le monde. Ciao. Bye bye. Et voilà.